Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette rencontre, un endroit où elle est, où ce soir j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Faye pour son roman qui s'appelle L'heure blanche, qui s'est sorti la semaine dernière aux éditions Fayard. Ce soir, nous avons une librairie partenaire, une librairie qu'on a à cœur toutes les deux, c'est la Maison de la Presse de Philippe Fournier, la Maison de la Presse de Mérignac-Montdésir à côté de Bordeaux. On le salue chaleureusement, Philippe, parce que je crois qu'en ce moment, c'est très, très dur pour lui. Je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Catherine par l'intermédiaire de l'onglet Converser. Et Frédéric se fera un plaisir de venir vous les poser. Bonsoir Catherine, comment allez-vous? Bonsoir Nathalie, je vais très bien. Et vous? Ça va super. Alors, pour ceux qui ne vous connaissez pas, vous êtes journaliste, mais vous êtes surtout auteur. L'heure blanche, c'est votre deuxième roman, parce que vous avez fait un documentaire aussi aux éditions Paulsen, je crois, hein, c'est ça? Un récit de voyage et d'aventure que j'ai coécrit avec Marine Saint-Clément, qui est journaliste. Alors, le précédent roman s'appelait La Trappe Souci. Il est disponible au livre de poche d'ailleurs, et il était sorti aussi chez Fayard. Là, on plonge dans un autre univers. Avant qu'on commence, j'aimerais bien qu'on regarde bien cette couverture. Alors, on ne voit pas trop votre nom parce qu'il est écrit en tout petit pointillé, mais cette couverture est magnifique. Je voudrais que vous nous parliez de cette couverture parce que je crois qu'elle a une petite histoire personnelle. Oui, j'aime beaucoup cette couverture et j'ai beaucoup de chance d'avoir une si belle couverture. En réalité, le tableau que l'on voit, c'est un tableau que j'ai découvert il y a quelques années au musée Granet à Aix-en-Provence, un tableau d'un peintre franco-allemand qui s'appelle Tim Ettel et qui m'a vraiment impressionnée. Et j'avais eu la chance de pouvoir trouver la carte postale de ce tableau qui m'a accompagnée pendant toute l'écriture de L'heure blanche, qui m'a inspirée également. Et lorsque il a fallu réfléchir et penser à cette couverture, mon éditrice m'a fait la surprise de rentrer en contact avec ce peintre et son agent et qui ont accepté que ce tableau soit reproduit sur ma couverture. Fabuleuse éditrice qu'on salue puisque c'est... On la cite Ah, ou on la cite pas? oui, Alexandrine Duhin, une merveilleuse éditrice. La chance, Catherine, d'avoir une bonne éditrice. Alors, l'heure blanche, je vais vous demander, ça c'est l'exercice que je fais faire à tous les auteurs, je sais qu'ils n'aiment pas trop, mais de le résumer en 1 minute. Ça sera très bien résumé par l'auteur, je pense. Bon, je vais essayer de le résumer. Je ne sais pas si ce sera exactement 1 minute. L'heure blanche, c'est l'histoire d'une métamorphose. On est à Aix-en-Provence et c'est Blanche, une jeune femme, vit là, entre son studio qui surplombe les toits et la montagne Sainte-Victoire, qu'elle arpente inlassablement avec un appareil photo. Elle vit seule, en solitaire, coupée du monde, et elle essaie d'empêcher les souvenirs et le passé de remonter à la surface. Jusqu'au jour où elle reçoit une première carte postale anonyme du Chili, où elle a passé les 10 premières années de son enfance, et en même temps des SMS de sa gouvernante, Mademoiselle, qui l'invite à revenir au Chili. Elle aurait des révélations à lui faire. Et il y a aussi au Petit Café, qui est un bistrot d'Aix-en-Provence où elle va souvent s'attabler pour boire un verre, un serveur qui s'intéresse de très près à elle, un jeune homme singulier qui vient d'un pays lointain, qui est amoureux de la langue française et un peu magicien, qui s'appelle Marcel. Alors tous ces événements bousculent la vie de Blanche, font un peu sauter les leviers. Et c'est à ce moment-là qu'il y a comme une sorte de glissement de terrain et quelque chose qui va se passer. Parfait. Voilà. Ça va? Et puis vous avez utilisé des termes qui sont intéressants, le glissement de terrain, parce qu'il est très minéral, votre roman, finalement. On va parler de cet aspect minéral dans le roman, qui est très important. Oui, c'est vrai, c'est très important. C'est quelque chose qui s'est révélé à moi en fait pendant l'écriture de ce livre. De fait, l'histoire se déroule entre la montagne Sainte-Victoire et ensuite la cordillère des Andes, donc on est vraiment dans le minéral. Mais les cailloux, la roche, les pierres sont pour moi très importants. Non seulement parce que on les trouve partout, dans tous les environnements, là au bord de la mer, dans les déserts, dans les forêts, etc. Ils étaient là au début de la formation de notre planète, et également parce qu'ils nous racontent des histoires. Quand on regarde la roche, quand on regarde un caillou, une pierre, on peut voir comme des dessins, on peut aussi lire
des choses qui renvoient un peu en miroir des événements ou des sentiments, des sensations de notre existence. Et j'y pensais justement récemment, et la personne qui en parle, selon moi, le plus merveilleusement est Roger Caillois, qui, à travers ses textes et également des documentaires et des interviews qu'on peut voir dans les archives de l'INA, voilà, les pierres. Alors, c'est votre deuxième roman, mais on retrouve quand même. Alors, c'est ce que je vous avais dit, hein, on n'a pas l'impression que c'est vous qui l'avez écrit par rapport au premier. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis, c'est plutôt un beau compliment, parce que vous avez su encore travailler votre écriture, vous êtes allé beaucoup plus loin, et surtout, on retrouve les thématiques qu'il y avait dans le précédent, qui sont les rencontres, la question de la quête d'identité et la construction de soi. Alors, on a Blanche comme personnage. Blanche ou Cléo, il ne faut pas confondre. Est-ce qu'on peut parler de ce personnage qui vit souvent enfermé et quand elle sort, on a l'impression qu'il se passe des choses? Vous voulez dire quand elle sort dans la montagne? Oui, quand elle va dans la scène victoire, il se passe des choses. Comme si elle était en os, comme si le minéral et la nature lui ouvraient, je sais pas, faisait sauter des capsules chez elle, faisait Oui. des choses. Bon, comme je le disais, Blanche s'est fermée à l'autre et au monde. Et elle a donc un rapport au corps qui est très particulier. Et lorsqu'elle arpente la montagne Sainte-Victoire, qu'elle est en corps à corps avec cette montagne et qu'à la fois elle photographie, parce qu'elle se cache tout le temps derrière son Nicormat, un appareil des années 70, c'est comme si s'ouvrait une fenêtre, une porte, et que son corps enfin pouvait s'exprimer et ressentir les choses. Nonobstant, elle reste quand même très, très, très vigilante à ce que rien ne puisse venir lui faire perdre le contrôle de ce qu'elle a mis en place, en fait. C'est vrai que cet appareil photo, alors moi je suis allée chercher parce qu'il est tellement présent au début de votre roman, je suis allée voir à quoi il ressemblait le Nicormat. Effectivement, c'est un tout petit appareil très compact, magnifique en plus, hein, c'est vrai pour les amateurs. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu le prolongement de son bras. Vous avez dit ouverture, moi j'aurais dit focale, pour être resté dans le champ lexical de la photo. Quel est le rapport de la nature que vous avez, vous, et que Blanche a, elle, de son côté? Est-ce que c'est le même ou pas du tout? Ah, très bonne question. Écoutez, je pense que oui, je pense que lorsque Blanche retrouve la montagne Sainte-Victoire, elle ne se sent plus seule. Et peut-être que j'ai une amitié particulière avec la nature, c'est-à-dire que les arbres, les plantes, les rochers sont un petit peu comme des compagnons de pérégrination. Donc c'est peut-être en ça que Blanche et moi nous ressemblons, bien que on soit vraiment très très différentes l'une de l'autre. J'espère, hein, parce qu'il y a des choses qui m'inquiètent un peu. Alors, on ne va pas tout divulguer, mais quand même, Blanche a une activité annexe, je ne sais pas si on peut dire annexe, elle a une activité qui se passe chez elle et où la voix VOIX est très importante, mais j'ai envie de dire aussi que dans votre roman, la voix VOIE est très importante. Est-ce qu'on peut parler, ou pas, c'est vous qui allez décider, de ce que fait Blanche quand elle s'appelle Cléo? Oui, on peut en parler parce que je pense que ça ne déflore pas le roman et ça laisse vraiment tout le champ à la lecture ensuite. Pour gagner sa vie, Blanche se donne aux hommes, mais uniquement par la voix et sur Internet. Ça lui permet de gagner sa vie sans rentrer en contact avec qui que ce soit et d'une manière assez particulière qu'elle maîtrise totalement. Et c'est la même maîtrise qu'elle a sur son corps et sur son rapport au monde. Donc voilà le métier qu'elle exerce. Et c'est vrai qu'elle a mis une barrière, une frontière entre elle, Blanche, et la personne qui se donne aux hommes par la voix, qu'elle nomme Cléo, qui ainsi vraiment différencie totalement les deux personnes. Et en aucun cas, l'une empiète sur la vie de l'autre.
D'ailleurs, elle le dit, il ne faut pas confondre Blanche et Cléo. Et donc Blanche, elle était fille de consul, donc elle vivait, c'était en Argentine, hein, Au c'est ça, hein? Chili, au Oui, Chili. on a parlé d'Argentine. Et donc on va recevoir des fameuses cartes postales du Chili. Alors là, vous nous embrouillez un peu, Catherine, hein, parce que vous menez bien votre roman, j'ai envie de dire que c'est toute une affaire de l'instant, mais tout est dans les détails. C'est très important pour vous les détails parce que là, les cartes postales, c'est un détail qui paraît futile, mais dans ce roman, elles ont une grande importance parce que elles vont faire ressurgir le passé de Blanche. Ce passé, il va s'infiltrer justement dans les failles. Je vais utiliser votre vocabulaire minéral dans les failles d'elle-même. C'est quoi le détail pour vous? C'est très important le détail. Je pense que tout est dans les détails. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime tant les pierres. C'est parce que c'est vraiment quand on les regarde de très près qu'on voit ces détails-là et que ces détails-là nous disent des choses aussi importantes. Blanche reçoit effectivement des cartes postales et ce n'est pas un détail, mais ces cartes postales sont anonymes, donc elle ne peut pas en faire grand-chose. Ce qui se passe en revanche, c'est que ça va ouvrir comme une fenêtre en grand sur des possibles. Alors ça fait remonter, justement, ressurgir son passé parce qu'elle essaie de plaquer sur ces cartes postales une personne ou une autre pour essayer de comprendre qui peut lui envoyer, enfin revenir vers elle, surtout du pays où elle a passé les 10 premières années de son enfance. Donc ça reste assez mystérieux et c'est important pour moi que jusqu'à la fin du roman, cela reste mystérieux parce que voilà, c'est une des clés de cette histoire. Néanmoins, bon, les messages sont très sibyllins, mais les images qu'il y a sur les cartes, elles, sont importantes et on le découvrira au fil du roman. Elles ont un sens et elles guident presque inconsciemment Blanche vers ce qui l'attend. Moi, quand j'ai eu terminé votre roman, j'ai écrit 3 mots sur mon carnet. J'ai écrit vivre, survivre, revivre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces 3 mots? Trois Je verbes. suis, je suis tout à fait d'accord. Vivre, je dirais oui, vivre, survivre, revivre et vivre encore. Je rajoute ça. Blanche, elle a un truc, d'ailleurs vous l'écrivez, fuir, c'est ce qu'elle fait de mieux. Elle est dans la fuite. Et puis un jour, il va se passer quelque chose. Il va y avoir d'abord une première rencontre, parce que Blanche, elle va souvent au café. Est-ce que vous alliez, j'ai envie de vous dire, souvent au café? Est-ce que le café inspire des choses aux auteurs? Est-ce que, voilà, parce que elle, le café va être très important parce qu'elle va y rencontrer Marcel. Est-ce qu'on peut dire 2 mots de Marcel? Parce que Marcel, c'est un petit personnage qui est, quoi, petit, je sais pas pourquoi je dis petit, c'est un personnage qui a l'air secondaire comme ça, mais petit à petit, il va prendre de l'importance au fur et à mesure où on avance dans le roman. Est-ce qu'on peut dire 2 mots de Marcel? Bien sûr, Marcel est un personnage très important. Ça n'était pas prévu, parce que souvent, quand j'écris, des personnages surgissent dans mes histoires. Et c'est un jeune homme qui est tout à fait singulier, qui il est donc serveur. C'est un homme, bon, il a une beauté un peu ténébreuse, mais bon, jusque-là, c'est assez banal. Mais c'est un exilé qui vient d'un pays lointain, qui a eu une histoire très compliquée, mais en même temps très riche, qui est racontée au fil du roman, et qui est un amoureux de la langue française. Et pour moi, c'est important, et c'était important de parler de notre langue française et de notre littérature française à travers un, entre guillemets, étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas né en France et dont la langue maternelle n'est pas le français. Parce que souvent, on se rend compte que c'est dans des pays étrangers que les personnes nous parlent le mieux, bah, je dis aussi, chez nous aussi, hein, bien évidemment, mais de la poésie française, de la littérature française. Et comme c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance, ayant vécu à l'étranger, de personnes sud-américaines ou orientales qui me parlaient la littérature française, qui m'ont guidée vers des auteurs que je n'aurais pas découverts sans eux, eh bien, je voulais un petit peu voilà, remettre cela à l'honneur. Alors, moi, je voudrais qu'on parle un peu du rythme et de l'atmosphère qu'il y a dans ce roman, parce qu'il est complètement différent du premier, c'est ce que je disais au tout début de la rencontre. Et il y a surtout, il y a aussi de l'humour. Moi, je voudrais qu'on revienne sur un passage qui m'a beaucoup fait rire, alors, parce que ça me fera rire que moi. C'est page 137, pour être plus précisément. Ça se passe avec un caniche. Et ça a une importance, ce
parce que, vous rigolez, mais vous savez ce que vous savez, mais les autres ne savent pas. En fait, Blanche ne photographie que des choses inertes, que des natures mortes. Et là, elle rencontre un chien, qui est un caniche, et ce chien lui donne envie, pour la première fois, de prendre en photo quelque chose de vivant. Alors, vous l'avez fait sous la forme de l'humour, mais je trouve que c'était profond et c'était fort quand même, ce passage-là. Oui, 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 c'est intéressant. Alors, quand vous dites qu'elle ne photographie que ce qui est entre guillemets mort, pour moi, c'est vivant. Oui, Mais il n'y a pas il n'y a pas d'humain. Un petit peu comme dans les tableaux de Cézanne, où finalement on voit des natures mortes ou la montagne Sainte-Victoire encore et encore. Et c'est vrai que elle, pour la première fois, elle a envie de ce chien qui est là, posé sur le rebord d'une fenêtre, sur une espèce de fourrure, une couleur assez moche, et lui donne envie de photographier voilà, un animal. Mais elle n'a pas son appareil photo sur elle. bon. Le nombre de fois où elle a sur elle, sur cet appareil photo, Catherine, le nombre de fois où vous avez appareil photo, et là, elle ne l'a pas. Mais peut-être que que ce moment-là est un point de bascule parce que c'est à partir de ce moment-là que la photographie va prendre une autre signification pour elle. Voilà, je n'en dis pas plus. On retrouve aussi beaucoup dans ce livre le voyage, parce que le voyage, c'est quelque chose qui vous touche aussi, et l'art, puisqu'on va avoir aussi un passage dans une galerie d'art. C'était important pour vous de mêler tout ce qui vous touche, tout ce qui vous constitue, j'ai envie de dire un petit peu en tant que journaliste, en tant que femme, dans ce roman-là. Alors, je n'y ai pas pensé en écrivant. C'est après que je m'en suis rendu compte. Euh, je pense qu'on est tous constitués d'art sous toutes ses formes. Ça peut être de la musique, des tableaux, enfin la peinture, la littérature. Et en fait, c'est vrai que mes personnages sont portés par des auteurs ou par des références lorsqu'ils voient un visage à un peintre, mais ce n'était pas voulu. Mais je pense après coup que peut-être que le sens que je veux donner à tout cela, c'est que il est hyper important et je trouve encore plus maintenant que l'on se nourrisse d'art, euh, voilà, et surtout d'un côté pour soi-même, mais aussi pour se relier les uns aux autres, parce que c'est par l'art que on a des résonances les uns avec les autres et qu'on s'ouvre au monde et qu'on se comprend mieux en fin de compte. Alors, votre écriture, elle est très visuelle et j'ai envie de dire, elle est très sensitive parce que quand Blanche est au café, on a l'impression de nous aussi d'être au café, d'entendre les bruits de la fontaine, les bruits des tasses qui s'entrechoquent. Vous faites comment pour travailler, vous, sur votre écriture? C'est quoi qui vous intéresse dans l'écriture? C'est bon, le détail, on a bien compris, mais retranscrire au mieux ce que vous voyez ou pas ou c'est autre chose? Alors oui, les détails, les sons, enfin tout ce qui fait appel au sens, c'est très important pour moi. Mais avant toute chose, ce dont j'ai envie, enfin ce que je fais quand j'écris, c'est que je raconte une histoire. Après, c'est vrai qu'il y a un phénomène assez étrange qui se passe. C'est-à-dire que quand j'écris, tout d'un coup, je suis presque dépossédée de mon histoire et c'est l'histoire qui vient à moi, un peu comme sur un écran, comme un film. Et en fait, je le vis de l'intérieur. Donc, j'entends, je sens, je peux goûter. Et je pense que pour que mon lecteur puisse m'accompagner et entrer dans cette histoire, eh bien, je pense que les sens, c'est important. Alors, ça vous a plu de manipuler un peu le lecteur ou pas du tout? Parce que vous le manipulez un peu le lecteur, Catherine. Ce roman, vous nous menez en bateau, j'ai envie de dire. Là, après, on finit sur un volcan, mais vous nous amenez quand même en bateau, un peu. Ça vous a plu, ça, de balader, de semer une intrigue et que jusqu'à la fin, on ne sache pas? Alors, c'était pas pour balader mon lecteur. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est effectivement d'accompagner Blanche dans cette énigme, dans ces énigmes. Et j'ai trouvé ça, c'était assez difficile de rester toujours, de faire en sorte que mon lecteur et que moi-même, enfin, surtout que mon lecteur ne sente pas
ce qui se cache derrière mon histoire. Après, non, c'était pas un plaisir particulier de perdre mon lecteur. En revanche, ce qui est très agréable, c'est quand on se relie de voir qu'effectivement on a réussi à créer des couches, des sous-couches et de construire quelque chose qui se tient. Alors, Blanche, elle a un déclic. Bon, elle a eu son premier déclic un peu avec le chien, on en a parlé tout à l'heure, mais elle a surtout un déclic un soir quand elle est un peu malmenée dans son métier du soir et elle décide d'envoyer tout balader et elle s'en va. Est-ce que vous seriez capable un jour de faire comme elle, c'est-à-dire d'envoyer tout balader et de partir comme ça? Euh, eh bien, j'aimerais bien, mais je pense que j'en suis pas capable. J'aimerais bien, je suis admirative des personnes qui sont capables de faire cela parce que je trouve que c'est d'une force mais incroyable, une maîtrise incroyable de soi-même. Je suis trop liée et reliée. Donc, ce serait difficile pour moi. En revanche, il m'arrive de partir, mais pas pour toujours. Mais est-ce qu'au fond, Blanche, elle n'est pas liée quelque part aussi, mais elle ne sait peut-être pas qu'elle est autant liée à quelque chose, et c'est peut-être pour ça qu'elle a l'attraction vers ailleurs et d'aller voir ailleurs justement l'appel de ces cartes postales. On ne va pas trop divulguer, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas ça aussi? Et qu'elle ne se rend pas compte que finalement il y avait des failles et qu'elle est en train de les combler, ces failles, et que pour combler ces failles, elle est obligée de gravir les montagnes antérieures. Vous voyez, je fais bien attention à votre atmosphère du livre, parce que c'est très important, c'est là-dedans que ça se passe, les montagnes intérieures pour justement aller vivre pleinement ce qu'elle est, elle. Oui, c'est très intéressant. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que cette idée de partir pour se construire, c'est quelque chose qui me parle, qui me tient à cœur et que j'ai voulu dire entre les lignes de cette histoire. Euh, Tout à l'heure, vous parliez de fuite. C'est pas vraiment une fuite, ni Blanche lorsqu'elle se ferme au monde ou quitte la France, ni Marcel qui fuit son pays. Je vois plus la fuite comme quelque chose comme comme un mouvement vers quelque chose qui se construit. Et ça m'évoque les lignes de fuite qui convergent toutes vers un objet central et l'objet que l'on veut mettre en lumière. Donc peut-être soi-même et son identité ou son chemin, son histoire. Oui. Ou alors d'être sur des plaques tectoniques qui bougent, peut-être. Oui, alors ça, je pense qu'on est tous de fait sur les plaques tectoniques qui bougent et la vie, selon moi, est un perpétuel branle-bas, mouvement avec lequel et sur lequel on doit trouver un équilibre ou pas, trouver un chemin ou pas. Voilà, toute la fragilité d'une existence et c'est ça qui m'intéresse dans ce que j'écris, aussi bien dans la trappe souci que dans le récit de voyage, que dans l'heure blanche. C'est vraiment explorer les chemins de traverse, les lignes de faille, tous les interstices où finalement se tissent les histoires. Pourquoi avoir choisi L'heure blanche comme titre? Est-ce que ce titre s'est imposé facilement à vous ou c'est... Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, je ne sais pas si je peux en parler parce que je ne vais pas trop dire de choses sur mon roman, mais il y a une heure blanche dans ce roman, qui est un moment très particulier, un moment qui, je pense, parlera à beaucoup de lecteurs, que l'on expérimente tous, souvent au cœur de la nuit, au petit matin, et que j'ai appelé l'heure blanche. Et donc, j'ai intitulé mon roman avec voilà, l'heure blanche pour faire écho à ce moment qui, à la fois, est un moment terrible, ce moment où on est si mal au petit matin ou à la fin de la nuit, où les fantasmes, les peurs, etc., surgissent et on n'arrive pas trop à les maîtriser, mais un moment aussi qui précède le jour et qui donc précède la lumière. Voilà. Est-ce que votre héroïne blanche aussi ou aucun rapport?
Écoutez, c'est très bizarre, mais aucun rapport. Et c'est, vous savez, c'est bizarre l'écriture. Et après, on se rend compte que plein de choses sont connectées les unes avec les autres. J'aime bien l'idée de lumière. Alors, c'est vrai que si Blanche s'appelle Blanche, ce n'est pas par hasard. Euh, voilà, mais c'était plus Blanche pour la lumière. Et bon, et l'heure blanche s'est imposée à moi euh, au moment où j'écrivais, où je décrivais ce moment des insomnies. Voilà. Alors, la Sainte Victoire, pour moi, c'est un vrai personnage de ce roman. Est-ce que vous auriez pu écrire sur une autre montagne? Non, C'est non. celle-là qui vous a attiré vraiment et que Aix-en-Provence Oui, est important pour vous. écoutez, Aix-en-Provence est une ville qui me touche beaucoup parce elle me rappelle l'atmosphère que je peux trouver dans certaines villes d'Amérique latine. Il y a une chaleur, je sais pas, un mouvement, une énergie qui me porte et qui en même temps m'englobe. Et la montagne Sainte-Victoire, pour moi, ça a été un choc. La première fois où j'ai vu cette montagne, je l'ai vue de loin et vraiment, j'ai été obligée de me pincer. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cet immense rocher, cette émergence qui surgit au milieu de la nature et d'un paysage? Et non, la montagne Sainte-Victoire s'est imposée à moi. D'ailleurs, je pense que j'ai commencé à écrire ce livre pas loin de ses flancs, sur un petit carnet. Je vous ai écouté, du coup, j'ai perdu la question que je voulais vous poser. Non, si, ça y est, c'est revenu. Est-ce que Blanche vous a appris des choses sur vous quand vous avez écrit ce roman? Je ne sais pas si c'est Blanche qui m'a appris des choses. Écrire vous apprend des choses sur vous. D'ailleurs, quel que soit le support, quelle que soit la chose que vous écrivez, écrire une lettre, les correspondances qu'on perd malheureusement, mais c'est merveilleux. Bon, on peut s'écrire par email par ailleurs. L'écriture, oui, vous apprend énormément de choses sur vous-même et pas uniquement sur vous-même, sur le monde qui vous entoure. Et ça, c'est merveilleux. Est-ce que vous faites de la photo, vous, Catherine? Non, pas particulièrement. J'en ai fait pour mon métier quand on me l'a demandé. Euh, c'est, euh, ça a fini par me poser un problème, en fait, la photographie. Et je pense que ça a été une des raisons pour laquelle ça a été un objet, un élément dans ce roman, parce que c'est tellement fascinant de regarder par un tout petit objectif un paysage, un objet, je ne sais pas, un brin d'herbe, même une carnation, enfin quelque chose que vous commencez à être obsédé et à rester toujours dans cette espèce de petit bout de la lorgnette. Et à un moment donné, ça m'a un petit peu étouffée. Et je me suis dit, j'arrête de prendre des photographies. J'en prends toujours parce que j'en ai besoin pour écrire, etc. Mais je préfère regarder pleinement, sentir, écouter, m'asseoir et accueillir vraiment tout ce qui m'entoure. Et pour la petite histoire, le Nicormat, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, c'est un appareil photo que je ne connaissais absolument pas. Et je l'ai découvert lors d'un voyage en Islande. J'étais à Reykjavik, dans un petit magasin qui vendait des appareils photo d'occasion. Et cet appareil-là était suspendu à un mur avec une petite cordelette. Je l'ai vu et je me suis dit, toi, tu seras dans une de mes histoires. Parce qu'il est très différent. Il est finalement, je trouve, moins beau, moins esthétique que d'autres appareils photo parce qu'il est très carré, très anguleux, il est un peu mastoc. Après, j'ai appris que c'était un très bon appareil photo. Voilà, Il n'existe plus, il a été remplacé par les réflexes, mais c'était exactement. pareil dans les années 70. Je suis très calée hein, sur Nicormac grâce à vous, Catherine, parce que je suis allée vraiment chercher cet objet. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il évolue cet appareil dans votre roman, parce qu'au tout début, Blanche l'a beaucoup, comme si c'était une sorte de bouclier, d'armure. Et au fur et à mesure où j'ai envie de dire, elle se délire, je ne sais pas si c'est le bon mot, se délire et qu'elle avance et qu'elle va partir, elle l'a beaucoup moins, son appareil photo. C'est voulu, ça aussi? Bien sûr. Cet appareil photo, en fait, a été pour moi le fil conducteur de mon histoire. Je savais exactement ce qui lui arriverait à cet appareil photo à la fin de l'histoire, ce que et je n'en dirai rien.
Mais oui, cet appareil photo est très important d'abord parce qu'il lui permet de vivre derrière un filtre et justement couper du monde, en tout cas au moment où on la rencontre à Aix-en-Provence, et également parce qu'il ne vient pas de n'importe où, cet appareil photo. C'est un legs, c'est le seul héritage qu'elle est d'une personne qui est très importante dans sa vie. Et en évoluant dans son rapport avec cet appareil photo, elle avance également dans le lien, dans la problématique, dans l'histoire qu'elle avait avec la personne qui lui a donné cet appareil photo. Combien de temps vous avez mis pour écrire ce roman? J'ai mis, enfin, vous savez, c'est souvent une question qu'on nous pose, c'est très difficile je pense, enfin, peut-être que d'autres auteurs répondront plus facilement à cette question. Pour moi, c'est assez compliqué parce que j'ai des fulgurances, alors je peux écrire pendant un mois sans m'interrompre et ensuite être plus dans autre chose, dans la difficulté d'avancer, etc. Je pense que mis bout à bout, j'ai dû mettre 3-4 mois à l'écrire. Mais après, il y a la réécriture. Et là, si mon éditrice me regarde, et mon agente littéraire également, là, il y a beaucoup, c'est tout un travail, et un travail qui est à la fois très douloureux, mais qui est absolument extraordinaire. Parce que là, on est vraiment dans un travail de sculpteur, où on nettoie, où on retire, où on casse. Et c'est très intéressant aussi d'avoir un regard extérieur à ce moment-là, parce que ça vous permet de voir des choses que vous n'avez pas forcément vues. Et c'est pour ça que je dis toujours que écrire un livre, bien sûr, l'histoire, elle vient de moi, je l'ai écrite, mais c'est une aventure collective et qui se poursuit après avec les lecteurs, avec les libraires, vous. Et c'est ça qui est absolument génial, c'est que c'est vraiment quelque chose qui ne s'arrête jamais. En tout cas, moi, je vais vous le redire, parce que je vous l'ai déjà dit, j'ai eu la chance de vous le dire, vous savez raconter les histoires. Et l'histoire de l'heure blanche, moi, je dis qu'il faut la lire parce que oh là, on a rigolé, on est passé comme ça, mais il est très profond, votre roman. Il est fort et il est profond, mais je vois que Frédéric est là, donc je vais m'arrêter, je reviendrai après. Non, 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 mais je ne veux pas t'interrompre. Non, 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 mais on a rigolé, mais non, non, il est très fort. Il y a eu un beau travail d'écriture. Catherine a évolué dans son écriture, puisque moi, j'avais lu le premier que j'avais bien aimé, mais j'ai encore plus aimé celui-ci parce qu'il va plus loin. Et je pense qu'elle peut aller encore plus loin. Mais ça, Alexandrine vous le dira. Merci. Alors, il y a, y a des remarques et des questions. Il y a Déborah qui voudrait savoir quel est le lien. Est-ce que vous êtes, quand vous êtes auteur, c'est le rapport journaliste-auteur qui l'intéresse, dans ce que je comprends dans la question, parce que c'est tout emmêlé, il y a plein de choses. Qu'est-ce que votre métier de journaliste apporte à votre plume? Qu'est-ce qu'elle vous enlève aussi éventuellement? Quel est le rapport entre le journaliste et l'autrice? Alors, c'est une très bonne question. Je sépare vraiment mes deux métiers, journaliste d'un côté et romancière, écrivain de l'autre. Néanmoins, bien sûr, il y a une interférence. Ce que le journalisme m'apporte, bon, déjà, j'avais la chance, parce que là, depuis quelque temps, les choses ont changé, de beaucoup voyager pour mon métier. Donc, c'est à l'occasion de ces voyages que je peux trouver l'inspiration, voir certaines choses qui vont venir nourrir mes histoires. Je pense que le journalisme m'a appris une chose extraordinaire qui m'apporte beaucoup pour l'écriture de mes romans, c'est l'écoute. Écouter une personne que je vais interviewer, écouter les gens que je croise. Et c'est à travers tout ce que ces personnes ont la générosité de me confier que se créent certainement dans mon inconscient des personnages et que je découvre des histoires et des personnalités que je peux ensuite appliquer enfin, d'une certaine manière aux personnages de mes romans. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Et ensuite, écrire des romans apporte dans l'écriture de mes reportages peut-être plus de douceur, justement, et moins ce côté journalistique et plus anguleux. Formaté. Voilà.
Formaté, exactement. Alors, vous avez donné des idées à Pierre parce que justement, il dit, puisque vous avez le sens de l'écoute, est-ce que vous écoutez les personnages aussi? Est-ce que les personnages, ça s'écoute? Mais bien sûr, c'est extrêmement étrange. Au départ, quand je commence une histoire, j'ai un personnage, le personnage principal. Et ensuite, ce personnage me guide, euh, parle à travers moi et je le retranscris sur le papier ou sur l'ordinateur et me parle parce que en fait j'ai une double vie. Quand j'écris une histoire, un roman, je vis ma vie, je fais mon métier, je fais tout ce que j'ai à faire, mais en même temps je vis l'autre vie, c'est-à-dire je suis à l'intérieur du roman et là les personnages je ne peux pas dire qu'ils me parlent, ils ne me parlent pas, Catherine, je vais te dire ceci ou cela, mais il y a effectivement comme une sorte de dialogue et d'échange et d'osmose. Voilà, c'est plus qu'un dialogue, c'est une osmose. Alors, Emmanuel, quand vous étiez petite, vous disiez plus tard je serai journaliste ou plus tard je serai écrivain? Alors, je disais, plus tard, je serai écrivain. Ah ah. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Ben, l'écriture était pour moi un Graal. Et j'ai mis beaucoup de temps à me l'autoriser. Et donc, je suis passée, moi aussi, comme Blanche, par des chemins détournés, des chemins de traverse, dont le journalisme, mais que je conserve parce que c'est un métier, c'est un très, très beau métier. Alors, Nicole, je voudrais savoir si vous avez lu le livre de Jacqueline de Romilly sur les chemins de la Sainte-Victoire. Non, je vais le lire de rechef, je vous le promets. C'est un très beau livre. C'est un très beau livre. Écoutez, Moi, non, je ne l'ai pas lu. On me l'a offert quand j'allais beaucoup à Aix-en-Provence. Alors, Laurent dit, cher Frédéric, ah non, il m'a écrit à moi, mais c'est à vous qu'il écrit en fait. Il semble qu'il y ait une forme de spiritualité dans le roman de Catherine. Non, vous croyez, vous êtes sûr? Qui pour autant n'a rien d'ésotérique. Pourrait-elle nous parler de cette spiritualité? Ah, je ne sais pas qui est ce Laurent, mais c'est quelqu'un qui touche du doigt quelque chose de très important, de très fort. Alors oui, une spiritualité, enfin, oui, c'est intéressant, c'est dans le sens de relier. Voilà, parce que la religion, c'est ça, il y a rien de religieux, hein, attention. C'est pour moi, enfin, ce qui me parle le plus, enfin, ma religion à moi, c'est la nature. Mais oui, il y a quelque chose qui passe à travers ce que mes personnages voient, soit dans la nature, soit dans leurs rencontres. Alors c'est difficile pour moi d'expliquer et c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là, mais oui, quelque chose les guide et ce qui les guide est quelque chose qui me dépasse dans l'écriture et les dépasse. D'ailleurs, Marcel, le personnage qui n'est pas secondaire, l'autre personnage qui est aussi important dans L'heure blanche, a quelque chose d'un peu magique et d'un petit peu particulier. Et toutes ces personnes qui se rencontrent à partir du moment où Blanche s'ouvre deviennent comme des guides qui montrent la voie, qui se montrent la voie les uns aux autres. Alors c'est peut-être ça la spiritualité. Se rencontrer, s'accompagner à un moment donné, et aussi toujours, bien sûr, les beautés de la nature qui disent tellement de choses. Laurent ajoute que le personnage de Marcel est puissant. Ça donne envie. Et il y a une chose d'ailleurs, je voudrais vous dire à toutes les deux, ça m'a beaucoup frappé, je vous écoutais attentivement et dans les questions et dans les réponses, et tout d'un coup m'est apparu que vous n'arrêtiez pas de parler des failles. Or, faille, c'est votre nom. Oui. C'est très, ouais. Alors, ce que vous dites est tout à fait intéressant. L'origine du mot faille, c'est le être avec un H, qui est un arbre. Oui. Mais c'est assez drôle parce que être avec un H, être sans H, faille, oui, c'est curieux quand même que j'ai ce nom-là.
Je n'en dirai pas plus. Bon, alors, je vais vous donner un autre livre magnifique, c'est Ligne de faille de Nancy Ah Houston. oui, Vous l'avez peut-être lu. ah ben oui, Et quel magnifique. titre! Oui, 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 oui. Valérie voudrait savoir comment vous trouvez l'inspiration. Je crois que l'inspiration lui tombe dessus. Hein. Oui, vraiment. Je suis, oui, j'adore les histoires. J'en vois partout. Les gens qui me connaissent me disent, oh là là, mais qu'est-ce que tu es encore allé inventer là? Quand je vois quelqu'un, j'aime imaginer sa vie ou ce qu'il est en train de faire. Après, pour me lancer dans une histoire, oui, elle me tombe dessus. En fait, j'ai un personnage, comme je le disais tout à l'heure, qui commence à se matérialiser, s'incarner. Et j'ai souvent un lieu, une maison, un paysage, une problématique. Et ça y est, c'est parti. Je suis partie dans l'histoire. Et vous parliez de liens, et vous avez vécu en Argentine. Et je crois que vous avez aussi participé à un livre sur le tango. Il y a quelque chose dans votre livre de l'ordre d'une danse. Et le tango, c'est... Ah, Alors, quel est le lien de Alors, tout j'ai pas ça? entendu. Le tango, c'est... La relation à l'autre. Oui. C'est une espèce de négociation, de proposition qui est prise ou pas. Et, euh, est-ce que, est-ce que tout ça, vous pensez que ça chemine à côté de vous pendant que vous écrivez ou... Oui, ça me fait d'ailleurs très plaisir que vous disiez ça. Je n'y avais pas pensé. Et il y a quelque chose de cela. D'ailleurs, je parle de la danse dans ce roman. Et c'est assez intéressant parce que c'est la danse est quelque chose qui, à un moment donné, vient dans le parcours de Blanche pour la libérer. Et par ailleurs, le père... Ah non, mais là, je parle trop. Je parle trop. Je parle trop. Vous avez, en tout cas, vous avez mis le doigt sur quelque chose de très intéressant. Oui, ce roman est dans un mouvement particulier, dans une danse, et les lecteurs comprendront à la fin pourquoi je suis contente que vous ayez pensé à cela. Cela fait penser à l'expression danser sur un volcan, et les volcans sont très présents dans le roman. Décidément, Laurent est très présent dans nos questions. Euh, c'est très multiple, cette histoire de voyager, de se poser dans un endroit. Qu'est-ce que vous faites comme lien entre la Sainte-Victoire, en dehors de celui que vous faites dans le roman, évidemment, qu'on n'explicitera pas, mais comment deux paysages comme celui du Chili de la montagne Sainte-Victoire et d'Aix-en-Provence, pour vous, ça se rejoint évidemment, en dehors du fait que ça ressemble aux villes. Non, ça n'est pas évident, ce ne sont pas du tout les mêmes montagnes. La montagne Sainte-Victoire, c'est vraiment, c'est presque un être humain. Enfin, cette montagne est très, très, très particulière. Elle a quelque chose de totalement hors du commun. Et enfin, voilà, je pense que toutes les personnes qui connaissent cette montagne auront senti ce qu'elle envoie, ce qu'elle dégage. Enfin, ou bon, peut-être que moi, je suis un petit peu, je sens les choses un peu trop fort, je ne sais pas. La cordillère des Andes, c'est la somptuosité. On est dans autre chose et dans quelque chose où on a plus peur. Enfin, moi, parce que c'est très, très grand. Si on est seul au milieu de la cordillère des Andes, on a peu de chance, enfin, en tout cas à certains endroits que je décris dans le roman, on a peu de chance de se débrouiller, enfin, pour quelqu'un comme moi. En revanche, sur la montagne Sainte-Victoire, il y a quelque chose de plus intime. Voilà, je dirais plus intime, la cordillère des Andes moins intime, plus majestueux, mais en même temps qui invite à une poésie absolument magique. Quand on marche dans la cordillère des Andes, d'ailleurs, on marche dans les nuages à certains endroits. On marche dans les nuages, on marche dans la brume, on marche dans des couleurs invraisemblables, on marche, on marche sur la tête. On marche sur la tête quand on est dans la cordillère des Andes, tellement c'est beau, tellement c'est beau. Alors, comme on n'arrive pas à vous interroger, à vous faire dévoiler des trucs sur celui-là, est-ce qu'on peut vous faire dévoiler quelque chose sur le prochain? Ah, qu'est-ce que je pourrais dire qui ne dira rien?
Il se déroulera encore sur une terre particulière, pas forcément en Amérique latine. D'accord. C'est tout ce que je vous dirais. D'accord. Le reste, c'est la surprise. Ok, donc ça va se passer entre la Creuse et Kyoto. Et j'ai commencé à l'écrire. Je suis complètement portée par cette histoire qui, je ne sais pas trop où elle va m'amener, mais j'espère qu'elle amènera mes lecteurs aussi loin que ce qu'elle est en train de faire avec moi en ce moment. Et qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Il y a Valérie qui voudrait avoir quelques conseils de lecture. Alors, je suis en train de lire, car je ne l'avais jamais lu, Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Je viens de terminer L'inconnu de la Poste de Florence Aubenas. Je relis entre deux La cuisine paléolithique de Joseph Delteil. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit bijou. Vraiment, je vous le conseille vraiment à tous. Et puis, j'ai commencé à lire, mais bon, comme j'ai commencé Le Voyage au centre de la Terre, un livre d'un ami écrivain mauritanien qui s'appelle Bérouk, son dernier livre qui s'appelle Paria, et ce sont toujours des textes magnifiques dans le Sahara, où la rencontre entre des personnages, la tradition, la modernité, enfin, c'est très, très beau. Voilà, enfin, je peux vous en conseiller plein d'autres, mais… Depuis un an, c'est facile d'écrire ou c'est difficile? Ou c'est plus facile? Ah, c'est très facile. Moi, je vais dire quelque chose d'un petit peu peut-être désobligeant pour les personnes qui ont souffert du confinement. Pour moi, ça n'a pas changé grand-chose parce que j'étais dans l'écriture tout le temps. Bon, maintenant, j'écris tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, non, c'est pas plus difficile, au contraire. Au contraire. Puisque justement, je me retrouve dans la Cordillère des Andes, sur la montagne Sainte-Victoire et dans d'autres endroits. Donc, non, 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 c'est pas difficile. Ça dépend complètement des écrivains, ça. Il y en a que ça a complètement arrêté, qui n'ont pas réussi à écrire une ligne, et d'autres qui n'ont… Voilà, de toute façon, c'est une situation que l'on connaît quand on écrit, d'être confiné, mais on l'a choisi. C'est un peu la différence. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais comme oui, non, pour moi, c'est toujours une joie. Et non, je ne souffre pas je n'ai pas souffert du confinement pour l'écriture et je ne souffre pas de la situation actuelle pour l'écriture, pour d'autres choses peut-être, mais pas pour l'écriture. Non, non. Est-ce que vous avez le titre du prochain? Non, j'ai un titre de travail, mais je ne vous le dirai pas. Non, je ne vous l'aurais pas demandé. Je voulais juste savoir si vous l'aviez. D'ailleurs, il arrive au début. Comment ça se passe? Au début, tout de suite Non, alors parfois j'ai un titre de travail, mais qui va évoluer au cours de l'écriture. Ou alors parce que mon éditrice, qui est très exigeante pour le titre, et elle a bien raison, me dit non, ça ne va pas aller du tout ton titre. Donc voilà, c'est L'heure blanche, ça a été immédiat. Pour La trappe souci, c'est mon éditrice qui a trouvé ce magnifique titre. J'avais un autre titre de travail, et pour le prochain, j'ai un titre de travail, mais qui ne sera pas forcément le titre que nous garderons. D'accord. Quelle est la part d'autobiographie entre Blanche et Catherine? Alors, part d'autobiographie, il n'y a pas vraiment de… Il y a toujours des petites choses distillées dans chacun de mes personnages ou dans les situations, etc. Mais il n'y a pas de point commun entre Blanche et moi. Blanche est cette jeune femme de 30 ans aujourd'hui, ou l'année dernière, puisque l'histoire se situe, elle est contemporaine, et qui a une histoire qui lui est propre, qui n'a pas de lien avec la mienne. Après, oui, bien sûr, je pense que tous les écrivains on saupoudre nos histoires de choses vécues, de choses connues et de choses entendues. Oui, on nous cherche de toute façon toujours partout. Donc, il n'y a pas Blanche, n'est pas Catherine, n'est pas non plus Chloé. Non. Non plus. Cléo. Cléo, pardon. Oui, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup, j'ai surnommé Chloé. Eh bien, je n'ai plus de questions et je repasse la parole à Nathalie qui a certainement retrouvé une question encore dans ses papiers.
poser une question piège, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour mettre en valeur ce merveilleux roman de Catherine Fay, donc, qui s'appelle L'heure blanche, qui est sorti aux éditions Fayard la semaine dernière, qui est sur toutes les tables de librairie. Elle est aussi sur la table de notre librairie partenaire, la Maison de la Presse de Philippe Fournier. D'ailleurs, Catherine, vous allez, Philippe ne m'a pas donné encore la date, mais je crois que vous allez aller signer physiquement dans la librairie, dans la Maison de la Presse de Philippe Fournier, qui se trouve à Mérignac-Montdésir, c'est tout près de Bordeaux, c'est ça? Oui, et ce sera le samedi 29 mai, la veille de la fête des mères. Bah parfait, ça c'est un bon Voilà, cadeau. c'est pas mal. Voilà, ça s'impose. Complètement. Donc en tout cas, moi j'ai adoré ce roman pour les diverses choses que j'ai exposées, pour l'écriture, pour l'histoire. Donc si vous voulez savoir ce qu'il se passe à la fin du roman, c'est-à-dire ce que va devenir l'appareil photo et Blanche, je vous conseille d'acheter L'heure blanche, vous aurez la réponse à la fin du roman. Demain, on se retrouve à 19h, on va partir dans l'univers du polar, où on reçoit Petroni Rostagna, qui a écrit un thriller, on va dire un thriller qui s'appelle Je pensais t'épargner, aux éditions Marabout. Catherine, comme le veut la tradition, déjà je vous remercie d'avoir été là ce soir avec nous, je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Bon, déjà, merci. Merci. C'est tellement agréable de pouvoir échanger sur ce qu'on a écrit. Je dirais ce que j'ai dit tout à l'heure, plus que jamais, lisons, écoutons de la musique. Comme on ne peut pas aller dans les musées ni dans les salles de spectacle, regardons des tableaux là où on peut les regarder dans les livres, sur Internet, regardons des spectacles et nourrissons-nous de toutes ces beautés, parce que sans l'art, sincèrement, je trouve la vie perd vraiment de sa substance. Donc voilà, ça c'était un message que je voulais faire passer. Le fait aussi que cela nous relie, comme j'ai dit tout à l'heure, et enfin de faire toujours attention à la nature et à tous les petits détails. Voilà. Merci, c'est une belle conclusion. Mesdames, je vous souhaite une belle soirée. Encore mille merci, Catherine, d'avoir été là. Donc, L'heure blanche aux éditions Fayard, sur toutes les lattes de librairie. Bonne soirée. Merci, bonsoir. Merci.